Philippines. Le Canada est le premier pays qui a ouvert ce balai diplomatique avec son nouvel ambassadeur. Devant le détachement de la garde républicaine, Edmond Raphaël Desjons-Ouéga a été accueilli suivant le rituel protocolaire consacré. Sorti en l'an 2000 d'un MBA, Raphaël Desjons-Ouéga a été l'administration centrale du Canada, où il a notamment occupé le poste de directeur du Fonds canadien pour l'Afrique. À l'étranger, il a travaillé en qualité de ministre conseiller et chef de la coopération pour le développement à l'ambassade du Canada à Addis Abeba, puis à celle de Maputo. Âgé de 46 ans et d'origine camerounaise, il est actuellement nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République du Bénin. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, la très honorable Julie Payette, gouverneur général du Canada, m'accrédite comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada près le Bénin. La réception par le chef de l'État de la lettre de créance du nouvel ambassadeur du Canada vient à point nommé pour arrimer l'axe de coopération Cotonou-Ottawa qui connaît un regain de confiance. Le Canada apprécie de fort belle manière les efforts que déploie le Bénin pour respecter ses engagements internationaux et conduire à bon escient les importants projets de développement. C'est une opportunité d'échanger avec le président sur l'importance de la relation d'amitié et de coopération qui lie le Canada et le Bénin. Il y a une forte convergence d'intérêts et de priorités dans des domaines aussi importants tels que les droits de la personne, la démocratie, tels que le respect des droits des femmes, tels que l'autonomisation des femmes. On a pris l'engagement, moi particulièrement, de travailler à renforcer cette coopération et de continuer de l'ancrer sur les priorités du programme d'action du gouvernement et également en synergie avec les priorités de la politique de l'aide internationale féministe du Canada. Permettre l'investissement du pays. L'ouverture en août 2017 au Canada-Bénin, opportunité pour de nouvelles perspectives et la 6e session de la Grande Commission mixte de coopération est annoncée pour se tenir à Ottawa en novembre 2018. Après le Canada, c'est le tour de l'Italie de marquer sa présence au Bénin à travers la désignation d'un nouvel ambassadeur. Stefano Pontesili est le nouvel ambassadeur de la République italienne près le Bénin avec résidence à Abuja. Avant d'être nommé ambassadeur de son pays près le Bénin, le diplomate italien a été consul général à Lagos, à Caracas, puis ambassadeur au Cameroun et en Érythrée. Entre le Bénin et l'Italie, c'est une coopération bilatérale qui est presque à la phase de renaissance. Un accord de coopération technique a été signé le 10 mars 1965 entre les deux pays. Il a fallu attendre le 23 septembre 2016 pour que les deux États procèdent à la signature d'un nouvel accord. La récente visite du président Patrice Talon à Rome donne des perspectives heureuses à cette coopération et selon le diplomate italien, c'est un très grand pas qui vient d'être franchi avec cette accréditation. Surtout après la visite d'État que le président a effectuée en Italie en mai 2018, on a décidé de travailler durement sur le réseau économique et de coopération, c'est-à-dire de demander à des entreprises italiennes, des groupes industriels italiens de venir investir au Bénin dans les secteurs, bien sûr, encadrés dans les plans de développement du pays. Donc on est déjà en train de travailler dans ces secteurs pour avoir des entreprises italiennes qui puissent localiser leur production ici et dans des secteurs les plus variés, la construction, des secteurs industriels de production des produits et aussi dans les secteurs touristiques. Vous savez, l'Italie a des groupes industriels très grands dans les secteurs touristiques qui pourraient penser à des investissements de grand niveau ici au Bénin. Déjà, le Bénin est un pays merveilleux d'un point de vue naturel, mais il a aussi une histoire
une culture profonde. Donc c'est justement les touristes modernes cherchent aussi pas seulement la mer, la plage, mais cherchent un environnement nouveau, un destin nouveau et un destin où aussi qui est une histoire, une culture comme telle que le Bénin. Cette cérémonie, rondement menée au son de la fanfare de la garde républicaine, a également placé sous les feux de la rampe la nouvelle ambassadrice de la République des Philippines près le Bénin. Née le 15 février 1962 à San Isidro, aux Philippines, Charlie O. Vicario est mariée et mère de 4 enfants. Titulaire d'un master en administration publique obtenu en 2008, elle a occupé de nombreux postes, dont celui d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire des Philippines près la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Après le cérémonial très protocolaire de son accueil, Charlie O. Vicario a franchi le seuil du cabinet présidentiel pour être présenté au chef de l'État. La diplomate philippine a remis au président Patrice Talon le document officiel qui l'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Philippines près la République du Bénin. Située à 1000 lieues des côtes béninoises, la République des Philippines s'engage à soutenir le Bénin dans la promotion des filières agricoles. First of all, after the presentation of my credentials and évidemment, j'ai commencé par féliciter au nom de notre président des Philippines, féliciter le chef de l'État pour son engagement et tout ce qu'il fait pour le développement du Bénin. Et nous nous sommes engagés à soutenir le Bénin. Et nous avons également visé à apporter notre expérience sur le plan agricole et sur le plan de la coopération technique au Bénin parce que nous avons une certaine expérience que nous avons le devoir de partager avec les autres pays. Dans leur hôte de passage au cabinet présidentiel, c'est l'Ouganda qui a refermé la liste des 4 ambassadeurs reçus ce jeudi. Nelson Ochega a été accueilli avec la même solennité au détour de la cérémonie protocolaire qui officialise son entrée au sein du corps diplomatique accrédité au Bénin. Titulaire d'un master en administration des affaires, le diplomate ougandais a occupé notamment le poste de ministre conseiller à l'ambassade de son pays à Moscou. Il fut haut commissaire de l'Ouganda près le Nigeria avant d'être désigné en qualité d'ambassadeur de l'Ouganda près le Bénin. À l'issue de son entretien avec le chef de l'État, il a pris l'engagement d'œuvrer pour la mise en place d'une coopération sud-sud exemplaire, matérialisée par le Bénin et l'Ouganda à travers des actions concrètes. Au cours de mon entretien avec le chef de l'État, le président Patrice Talon, nous avons abordé et retenu différents secteurs dans lesquels nous pourrons développer notre coopération et faire en sorte que nos pays se connaissent mieux. Donc, ce faisant, nous allons ensemble construire notre prospérité et construire une Afrique plus prospère et plus forte. En présence du ministre des Affaires étrangères de la coopération, le président de la République a exprimé à chacun de ses diplomates de la réussite dans la nouvelle mission qui leur a été confiée. En bref, retenez qu'après cette cérémonie de réception de lettres de créance, le chef de l'État a accordé une audience au président de la commission de la CEDEAO. Les échanges entre le chef de l'État et l'Ivoirien Kassi Jean-Claude Brou ont porté sur l'actualité politique ainsi que sur des questions d'intégration sous-régionale. Direction l'Assemblée nationale où tous les regards sont tournés depuis ce matin. En étude, en plénière, la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. Retrouvons sur place et au téléphone Jérôme Rongbo. Tout à fait, Serge Senabé Ayaka, nos téléspectateurs, cette proposition d'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 a été faite par 8 députés du bloc de la majorité parlementaire le 28 juin 2018. Du rapport présenté ce jour par la Commission des lois, 4
points essentiels sont au cœur de cette proposition d'amendement dont le gouvernement, à travers le garde des Sceaux, a donné des précisions, à savoir création de la Cour des comptes, abolition de la peine capitale, promotion des femmes à une meilleure représentativité et alignement des mandats électifs. L'appréciation des représentants du peuple à cette séance est diverse, que l'on soit de la minorité ou de la majorité parlementaire. Retenez que les minoritaires agitent toujours le bâton de la méfiance, tandis que les majoritaires estiment que c'est de la bonne gouvernance sociopolitique et économique en tout genre qu'il s'agit par rapport à cette constitution vieille de près de 3 décennies. Selon les articles 154 et 155 de la Constitution, les députés ont alors procédé au vote sur la prise en considération de cette proposition d'amendement. Ils sont alors passés au vote. Le projet a été jugé recevable par 62 voix pour, 19 contre et 1 abstention. Premier pari gagné donc pour les députés propositaires. Reste à présent l'étude point par point des 4 sujets. Et puis, la plus importante partie étant le vote de l'amendement de la Constitution proprement dit. Et là, il faut une majorité de 4/5 des députés, soit 66 votants. C'est la pause actuellement ici à l'Assemblée nationale. Et dans les minutes qui viennent, Serge Senabé et Ayaka, les travaux vont reprendre dans l'hémicycle ici au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Oui, ça suppose que c'est une bonne ambiance, visiblement. C'est une bonne ambiance. Il faut déjà remarquer que dans l'hémicycle, dans la cour ou en dehors de l'hémicycle, c'est des conciliabules, c'est des regroupements, ça continue de discuter. Donc, cela nous rappelle un peu l'ambiance de 2017 lorsque cette proposition a été introduite pour la première fois à l'hémicycle. De toute manière, Serge Senabé et Ayaka, mes téléspectateurs, les travaux vont reprendre dans les minutes à suivre ici à Porto-Novo. Jérôme Rongbor, merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez en direct depuis l'Assemblée nationale. Et à propos justement de ces amendements portés à la Constitution du 11 décembre 1990, Social Watch et Laboratoire Citoyenneté soutiennent l'initiative. Dans une déclaration publique, ces organisations de la société civile saluent les points inscrits dans la proposition, points relatifs à la suppression de la peine de mort, à l'alignement des élections, à la création de la Cour des comptes et à la représentativité des femmes à l'Assemblée nationale. Je vous propose un extrait de la déclaration lue par Blanche Sonon de Social Watch. Elle est au micro de Lenaï Kagbazaou et de Ramatou Lawani. La nécessité de réformer certains points de la Constitution béninoise de 1990, particulièrement la création de la Cour des comptes et la promotion de la représentation des femmes, fait l'unanimité auprès des acteurs politiques et de la société civile. Elle s'inscrit dans une logique de bonne gouvernance et de développement. À l'issue de la présente séance de consultation et d'échange, il est à retenir, premièrement, Social Watch Bénin, Laboratoire Citoyenneté et les autres organisations de la société civile accompagne la proposition de modification relative à la suppression de la peine de mort, à la création de la Cour des comptes, à la promotion d'une meilleure représentation des femmes et prennent acte de celle relative à l'alignement des élections dans notre pays. Deuxièmement, Social Watch Bénin, Laboratoire Citoyenneté et les autres organisations de la société civile insistent sur les points ci-après. Premièrement, élargir les dispositions particulières qui assurent la promotion de l'élection des femmes non seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau de toute autre instance élue, à savoir conseils communaux, municipaux, locaux, etc. Deuxièmement, s'agissant de la création de la Cour des comptes, il est nécessaire de renforcer l'indépendance de la juridiction financière à naître en arrimant sa loi organique aux normes de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, à savoir indépendance et inamovibilité des dirigeants, accès aux restrictions à l'information,
obligation d'élaborer et de diffuser en toute indépendance les rapports de contrôle, etc. Social Watch Bénin, Laboratoire Citoyenneté et les autres organisations de la société civile soucieux de la préservation des valeurs et principes démocratiques chèrement acquis de l'historique Conférence nationale des forces vives, en appelle à la défense de l'intérêt supérieur de la nation, au consensus et invite la représentation nationale à ne s'en tenir qu'au respect strict des 4 points soumis à cette révision. Allons maintenant à Atiémé. Là-bas, les militants du parti Alternative Citoyenne souhaitent la poursuite des actions de développement engagées par le chef de l'État depuis avril 2016. Réunis au collège d'enseignement général de la commune, ils clament sans réserve leur adhésion au programme d'action du gouvernement. Stanislas Limpon, Cyprien Lokossou. Elles disent oui aux réformes engagées par le gouvernement. Ces populations de la commune d'Atiémé. Les réformes ne sont pas toutefois faciles à accepter, même pour elles autres. C'est une suite logique de ce qui est annoncé et ceci conduira au mieux-être souhaité. Décidément, toutes nos excuses pour ce sujet. Allez, prenons la direction de Porto Novo, où le président du PSD, lui, est allé au contact des militants à la base dans le département de l'Ouémé. Clément Ebo, accompagné de quelques caciques de l'Union fait la Nation, est allé entretenir sa base des nombreuses réformes du gouvernement. Du système partisan au code électoral, en passant par les amendements à la Constitution, rien ne lui a échappé. Guillaume Avienou, Enoch Adandé. Clément Ebo Rouinou, président du PSD, le Parti social-démocrate, à la rencontre de ses militants à la base du département de l'Ouémé à Porto Novo. L'homme, accompagné de caciques de l'Union fait la Nation, vient sensibiliser sur le PAG, le programme d'action du gouvernement, surtout les réformes. Au Parlement aujourd'hui, ça bouillonne de réformes. Ça bouillonne de réformes en ce qui concerne tout ce qui a trait aux élections. Nous avons commencé par le système partisan. Après, nous sommes tombés sur le code électoral. Et le code électoral ne pouvait pas se faire sans une révision ciblée de la Constitution. La présence de gros cylindrés de l'UN, l'Union fait la Nation, dans les 19e, 20e, 21e et 22e circonscriptions électorales, tenant compte de l'actuel code électoral, se justifie. Le PSD, l'une des composantes de l'Union fait la Nation, est acquis à la réforme du système partisan et y travaille. Un message apporté aux militants et sympathisants à la base. Le PSD, bien sûr, est avant tout un parti ayant son assise, sa vraie assise dans le Koufo. Quoi que l'on dise, il faut qu'ils comprennent que le PSD a un grand rôle à jouer dans l'Union fait la Nation et l'Union fait la Nation dans le grand regroupement pour le bonheur, pour leur bonheur, et je crois que ce sera été justice. Une insistance qui pourrait sonner comme une précision, puisqu'après les secousses internes qu'a connues le PSD, des questions semblent avoir été restées sans réponse dans le rang des militants. À Boïcon, la plateforme des jeunes démocrates de la République se met en place, un mouvement politique qui adhère aux réformes entreprises par le chef de l'État dans la gestion du Bénin. C'est un creuset d'échange sur le contenu du PRG. Gilles Dansou, Ernest Tétégou. La plateforme des jeunes démocrates de la République a pour principale ambition de contribuer, et ceci de façon efficace, au développement du Bénin à travers la promotion de la culture démocratique, la sauvegarde des libertés fondamentales et la défense des intérêts de la jeunesse. L'engagement de la jeunesse aujourd'hui a résisté face à l'argent du politique, c'est-à-dire faire la politique aujourd'hui sans être derrière l'argent, parce que c'est ce qui a tué la jeunesse béninoise. C'est le désir aujourd'hui de la jeunesse à gérer la chose politique, parce qu'aujourd'hui la jeunesse a soif d'aller dans la politique.
d'aller à la face du monde et dire oui, nous jeunes, nous le pouvons. Il y a plusieurs exemples que nous avons eus, que ce soit au niveau national qu'au niveau international. Œuvrer pour une jeunesse épanouie au service du développement, telle est l'ambition affichée. Notre cher patrie, notre nation et beau pays, le Bénin, a besoin de l'apport de tous ses fils et filles ou qu'ils sont sur le territoire national hors de nos frontières. La plateforme des jeunes démocrates de la République a en honneur l'objectif de promouvoir et de développer la culture démocratique au Bénin tout en contribuant au rayonnement de l'état de droit et de la citoyenneté. Des messages de soutien sont venus d'autres formations politiques pour encourager les acteurs de cette plateforme dans l'atteinte des objectifs de départ. Avec au plus un nombre d'habitants de 12 millions. Quand vous faites un peu le point, vous vous rendez compte qu'au moins une commune a trois partis politiques. J'ai dérivé à leur endroit tout à l'heure un message qui en substance faisait un appel au regroupement, parce que nous sommes de plein pied dans la réforme du système partisan qui découle de certains constats. Le constat de l'émiettement de la classe politique. Le bureau exécutif de la plateforme compte au total 11 membres. Et on en vient aux dernières décisions du gouvernement relatives au paiement des tarifs aux postes de péage et pesage du Bénin. Le ministre des Infrastructures et des Transports est descendu au poste d'Ekpé. À l'occasion, Alassane Seydou a annoncé que le paiement de ces frais est obligatoire pour toute personne, même en mission de travail. Des précisions dans ce reportage de Ricardo Loïc-Pécou et de Bénédicte Boissou. Alassane Seydou au poste de péage et pesage d'Ekpé. Visite des locaux, contrôle de l'application effective des nouveaux tarifs mis en vigueur par le gouvernement depuis le 1er juillet dernier. Pour sa première descente sur le terrain après sa nomination, le ministre des Infrastructures tient à faire respecter cette décision de l'exécutif. Et ici, on se met au pas, notamment avec l'utilisation des équipements d'automatisation. Avant la mise en service de l'équipement sommaire d'automatisation, nous sommes descendus à une moyenne de 3 millions par jour. Mais depuis que nous avons mis l'équipement d'automatisation sommaire là en service, nous sommes passés d'une moyenne de 3 millions à 6 millions. Et avec la décision prise par le gouvernement dernièrement pour relever les tarifs de passage à compter du 1er juillet, nous avons enregistré du 1er à la date d'aujourd'hui une moyenne d'environ 8 millions. La décision du gouvernement de revoir à la hausse les tarifs précédemment appliqués vise un double objectif. Permettre à l'État de moderniser le réseau routier, mais aussi d'assurer son entretien. Et le ministre Alassane Seydou d'inviter les populations à accompagner la volonté du gouvernement. La participation des populations est essentielle. Et lorsque les cadres ont mené les études, ils ont trouvé que pour que cette participation soit substantielle, il faut que les usagers de la route apportent 3 à 4 fois ce qu'ils apportaient avant l'augmentation. Et c'est ce dossier que nous avons amené en Conseil des ministres. Mais c'est en plein conseil que le chef a trouvé que non, on ne peut pas aller, le chef de l'État a trouvé qu'on ne peut pas aller du simple au quadruple. Mais on peut tout au moins aller au double. Et par rapport au double, le consensus a été réalisé, puisque nous avons fait un travail en amont avec les responsables des syndicats. Nous avons fait un travail, nous sommes entendus, ils ont accepté que l'État peut passer au double, parce que c'est une nécessité. Nous avons besoin de beaucoup plus de ressources. Le ministre des Infrastructures s'est ensuite rendu à la direction du fonds routier. Et désormais, tout le monde sera logé à la même enseigne dans l'application de cette décision. À partir de maintenant, même si vous êtes en mission, vous ne pouvez plus présenter la photocopie de votre ordre de mission est passée. Vous devez payer comme tout le monde. Le ministre des Transports, des Infrastructures et des Transports paye. Tout le monde paye. Ceux qui peuvent passer sans payer, c'est ceux qui conduisent les véhicules, les ambulances. Et là encore, il faut activer. Il faut activer le gyrophare ou la sirène.
ou les véhicules de la police, ou alors les sapeurs-pompiers. Ceux-là peuvent passer sans payer. Le cortège du président de la République peut passer sans payer. Le cortège du président de l'Assemblée nationale, les véhicules de la sécurité et les véhicules militaires, en dehors de ceux-là, tout le monde paye, sans exception. C'est donc clair, l'application de la nouvelle décision ne souffrira d'aucune légèreté. Chaque citoyen a le devoir de préserver les infrastructures, a conclu l'autorité ministérielle. Le projet Système d'information énergétique de l'espace UEMOA est lancé. Il va permettre aux pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de disposer d'une base de données énergétique capable de permettre aux gouvernants d'opérer des choix optimaux. Et pour sa mise en œuvre, le Bénin veut compter sur une ressource humaine de qualité. Et nos compatis, Monique Toron. Nous avons rencontré trop de difficultés, nos concitoyens en ont trop souffert par le passé puisque nous ne nous projetions pas assez. L'énergie, une denrée indispensable au développement de tout pays. Sa disponibilité en qualité et en quantité passe par la maîtrise des données énergétiques. Le projet dénommé Programme de mise en œuvre d'un système d'information énergétique dans les pays de l'UEMOA permettra de consulter ces données pour une meilleure prise de décision par les gouvernants. Dans l'espace UEMOA, aujourd'hui, il n'existe pas une base de données commune permettant de connaître la situation globale de l'énergie sur toutes ses caractéristiques. À travers 10% des 45 projets phares du gouvernement consacrés au secteur de l'énergie, une nouvelle dynamique est née. La vision du gouvernement en donnant de la visibilité pour le secteur. Et donner de la visibilité, c'est avoir tous les éléments stratégiques qui permettent de se projeter dans l'avenir et en conséquence de mettre en place les dispositions qui permettent à l'arrivée de répondre aux besoins du moment. Le projet Système d'information énergétique est soutenu par l'Union européenne. Elle ambitionne accompagner les 8 pays de l'UEMOA sur les 4 années que va durer le projet. L'IFDD est heureux de renouer avec le leadership du Bénin dans la mise en œuvre du programme SIE-UEMOA. En venant conclure aujourd'hui la série des séminaires de lancement du SIE-UEMOA, le Bénin bénéficie de la primeur de la consolidation qui suit les recommandations recueillies lors des séminaires précédents auprès des acteurs nationaux et régionaux du projet SIE-UEMOA dans tout l'espace de l'Union. Les objectifs du projet Système d'information énergétique UEMOA épousent la vision du gouvernement en matière d'énergie. Notre pays, le Bénin, étant très dépendant de l'extérieur pour son approvisionnement énergétique, il y a lieu de mettre en place une bonne planification au niveau national pour améliorer les indicateurs énergétiques et de performance. Pour l'atteinte des objectifs, le ministre Donat Jean-Claude Oussou insiste sur un volet, le renforcement des capacités du personnel devant exécuter ce projet. Je voudrais rappeler que tout ce travail qui sera accompli ne doit oublier la nécessité, l'importance du développement des compétences. Et pour cela, il faut qu'on leur mette à disposition toutes les informations nécessaires. Au terme des travaux, l'UEMOA, à travers ce projet, pourra disposer d'une plateforme totalement autonome en ce qui concerne l'élaboration du bilan énergétique et des indicateurs. Le projet de construction des cités administratives départementales prend désormais corps. Toutes les communes concernées ont mis à disposition les sites prévus à cet effet. Après des visites effectuées sur les différents sites et les échanges avec les autorités à divers niveaux, le directeur général de l'habitat et de la construction transfère officiellement les procès-verbaux de remise de sites à l'entreprise chinoise en charge des travaux. Et puis, bonne nouvelle, les travaux géotechniques démarrent lundi prochain. Lunaïka Bazaou pour plus de précisions. Je vous transmets les procès-verbaux de remise des sites des 12 départements du Bénin. Voilà qui est fait. Le directeur général de l'entreprise chinoise Poly Inter prend en main les procès-verbaux de remise de sites des 12 cités administratives départementales du Bénin. C'est à la suite d'une série de visites de terrain qui a conduit une délégation du ministère du Cadre de vie et du Développement durable et des représentants de l'entreprise chinoise dans les 12 chefs-lieux de département du Bénin du 27 juin au 2 juillet dernier.
Les cités administratives départementales sont un vœu cher au président de la République, Patrice Talon. Ce sont des espaces aménagés pour abriter dans chaque département à la fois la préfecture, les directions départementales de tous les ministères, les logements des directeurs départementaux et les résidences du préfet, du secrétaire général et des chargés de mission. Chaque chef-lieu de département va bénéficier de ce joyau, une solution concrète à l'épineux problème d'infrastructure administrative. La nouvelle est accueillie à cœur joie par les autorités administratives départementales et communales. Oui, bien sûr, non, avec. Il va allumer l'ordinateur, vous allez voir ça. Ce qui se passe depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, c'est inédit, c'est historique. Je crois qu'aujourd'hui, les sceptiques peuvent se convaincre de ce que, lorsque le président Talon promet, il réalise. C'est du concret. Et donc, c'est un grand jour pour nous. Pour remercier infiniment le chef de l'État et lui promettre qu'à l'ADA le soutient totalement. De tout ce qu'il nous fait, nous le remercions. Le PAG, c'est vraiment Bénin révélé. Nous sommes en train de révéler ainsi la capitale. Nous avons 2 sites dans notre ville capitale. Nous avons la nouvelle préfecture qui sera construite à Diagandaro. Et l'État a bien réfléchi en dotant les départements de bâtiments qui sied. Et ceci, ensemble avec les bâtiments des directions départementales, cela veut dire que le travail de cohésion peut se faire aussi rapidement. Nous le faisons. Mais plus rapprochés, je crois savoir que nous allons encore aller beaucoup plus vite. Les domaines mis à disposition ont été entourés de tout le sérieux qu'il faut, sérieux administratif et sérieux sur le terrain. Les études géotechniques sur les 12 différents sites vont débuter le 9 juillet prochain et les travaux proprement dits démarrent en septembre. On passe du rêve à la réalité. Les travaux ont été confiés à l'entreprise Poly International. Le contrat a été signé le 5 décembre 2017. L'entreprise est à pied d'œuvre pour pouvoir achever les plans d'exécution en vue du démarrage effectif des travaux. Donc, une étape préalable, c'est les études géotechniques approfondies pour que les plans d'exécution qui seront réalisés puissent être définitifs et que les travaux démarrent. Donc nous avons dans les 12 départements, il y a une autre équipe qui est dans le septentrion et le centre du pays. Tous les sites vont démarrer au même moment. Par ailleurs, il est aussi envisagé la construction d'un tribunal de commerce à Dassazomé et dans les jours à venir, il sera procédé à la remise de site de la grande cité administrative d'Abomey-Calavi qui va abriter la majorité des ministères du pays. Le site de construction des infrastructures de la police républicaine est également déjà disponible. Toujours dans le calendrier du PAG, 450 logements sociaux vont voir le jour dans les 12 départements. Comme quoi, tout le Bénin est véritablement en chantier pour le bonheur des populations. Et après avoir déclaré conforme à la Constitution la loi portant interdiction de l'exercice du droit de grève à certaines catégories de travailleurs au Bénin, l'unité du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga a rencontré la presse pour clarifier sa position. L'unité invite ses collègues à se conformer à cette décision de la plus haute juridiction. Écoutez ici un extrait de la déclaration de leur porte-parole. Il est au micro de Calvador Arwanou et de Enoch Mpati. Visiblement, le sujet, il n'est pas disponible. Le ministère de l'économie numérique et de la communication tient la première session ordinaire du comité sectoriel du dialogue social de l'année 2018. La rencontre vise à prévenir toute forme de tension et de crise dans ce ministère. Blaise Adangpo, Michel Egbert. Ils sont tous présents, les responsables à divers niveaux du ministère de l'économie numérique et de la communication. Pendant 2 jours, ils vont réfléchir sur des questions liées au dialogue social du ministère. Il faut donc sortir de la logique du conflit et de l'affrontement. Il faut également que nous renforcions la culture de la négociation, du compromis et de la responsabilité. Il s'agit en effet pour moi
de nous inviter, chacun en ce qui le concerne, à n'œuvrer que pour faire de notre département ministériel une élite et une icône dans la République. Pour faciliter les échanges, les participants auront à mener des discussions autour de certains points essentiels. Cette session que nous démarrons ce jour, qui durera 2 jours, permettra d'une part de faire l'évaluation et la revue des actions menées par l'administration pour la satisfaction des revendications qui avaient été présentées en août 2017 à Grand Popo. Nous allons également relever les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations de cette session précédente afin de recueillir les appréciations et commentaires de l'ensemble des parties prenantes. Enfin, nous allons formuler des recommandations pour un climat social apaisé qui est un préalable indispensable pour l'atteinte des objectifs assignés à notre ministère par le chef de l'État. Cette première session ordinaire du comité sectoriel du dialogue social du ministère de l'économie numérique et de la communication va à coup sûr permettre de prévenir et de lutter contre les tensions et les crises sous toutes ses formes. Venons-en à ces actions à l'endroit du parc national de la Pendjari. Il s'agit de la signature d'accords et de conventions pour un meilleur positionnement sous-régional de ce parc. C'est une initiative de la Fondation des savanes ouest-africaines évaluée à 500 millions de francs CFA. Blaise Adinko pour le compte-rendu de la cérémonie officielle de signature. Par ces signatures tripartites, c'est un accord de partenariat et une convention de subvention qui sont établis entre la Fondation des savanes ouest-africaines, African Park Network et l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. L'engagement est pris pour le renforcement du parc national de la Pendjari. Le guichet Bénin étant totalement opérationnel, l'apport financier de la FSOA sera une contribution adéquate à l'exécution du projet phare du programme d'action du gouvernement qui est de positionner la Pendjari et le parc régional W comme parc naturel animalier de référence en Afrique de l'Ouest. Le financement de ce programme est évalué à environ 500 millions de francs CFA par an, une option voulue par la Fondation. Elle a le soutien de la coopération allemande. La mission de la FSOA est, à nos yeux, capitale et c'est pour cela que l'Allemagne la soutient à travers la KfW. Cette subvention permettra la prise en charge des rangers et de leurs patrouilles. Elle contribue donc de manière constitutive à poursuivre une activité essentielle pour la conservation. Les actes ainsi consacrés pour la conservation de la biodiversité et le développement de l'industrie touristique sont en parfaite symbiose avec les ambitions du gouvernement du Bénin. La Pendjari W est maintenant patrimoine de l'humanité, donc de nous tous et de nous toutes. Votre contribution participe donc de cette part d'humanité que vous apportez au Bénin. Je voudrais vous féliciter pour l'investissement qualitatif croissant que la FSOA opère ce jour au Parc national de la Pendjari. Au nom des parties signataires et pour le compte du Parc national de la Pendjari, qui est le bénéficiaire direct, je vous prie de recevoir mes chaleureux remerciements. La Fondation des savanes ouest-africaines, créée au Bénin depuis 2012, s'engage désormais pour 3 ans avec un positionnement sous-régional du Parc national de la Pendjari. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.